Bonjour, je voulais faire un petit topo sur la notion de repaver les pyramides d'Égypte qui ont l'air de susciter tout un tas de réflexions en Égypte et dans le monde aussi. Euh, J'aimerais ramener une idée, mettre un peu de perspective sur cette idée-là. Garder un bâtiment tel qu'il est, il y a tout un tas de débats là-dessus. Le mot principal là-dessus, c'est patrimonialisation. Qu'est-ce qui devient patrimoine et qu'est-ce qui devient bien commun. Et cette idée de patrimoine, c'est extrêmement intéressant parce que, non, sauf erreur de ma part, ça vient principalement de France. En France, on a développé ce concept-là au XIXe siècle, euh, dans un contexte très particulier. Avant le XIXe siècle, l'idée, la France a posé cette notion de patrimoine, c'est-à-dire que des vieux bâtiments, ils doivent être préservés, on doit les garder tels qu'ils sont et ne pas les modifier pour les générations futures. Avant, ça n'avait pas trop d'importance. À travers tous les continents, dans beaucoup de civilisations, les anciens bâtiments ont servi de carrière. Alors, encore plus en France et en Europe qu'ailleurs, d'accord. Puisque voilà, en Inde, par exemple, il y a tout un tas de bâtiments qui n'ont jamais été touchés, même quand les religions ont bougé, même quand les colonisateurs extérieurs, il y a eu des dominations diverses et variées en Inde. Beaucoup de bâtiments sont restés en place. Pas tous, évidemment. Certains ont aussi servi de carrière comme partout ailleurs. Meilleur exemple, la ville du Caire, la ville islamique du Caire, musulmane peut-être, du Caire, elle a été, donc ce qu'on appelle le vieux Caire aujourd'hui, a été construit avec les ruines de l'ancienne cité dont le nom grec était Héliopolis. Et Héliopolis est toujours un quartier de la ville tentaculaire du Caire. C'est quelque chose de tout à fait normal. En France, les châteaux, dans les villages, partout, il y avait plein de châteaux, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont disparu. Et donc, cette idée de garder le patrimoine, elle apparaît au XIXe siècle. Le contexte est tout à fait particulier parce que fin XVIIIe, aux alentours entre 1789 et 1799, vous connaissez tous, c'est la Révolution française. Et il y a un des plus gros transferts de propriété de l'histoire de l'humanité, enfin en tout cas à l'échelle de la France, qui s'opère. Donc il y a plein de biens, les biens de l'Église notamment, qui sont saisis. Il y a tout un tas de biens des aristocrates qui sont saisis. Et donc c'est une espèce d'énorme foire d'empoigne et de transfert de bâtiments dont la majorité vont servir de carrière. D'où la Bastille a disparu parce que elle a été, on s'en est servi comme carrière. Donc il faut imaginer que dans Paris, banlieue parisienne, il y a des pierres de la Bastille qui se baladent un petit peu partout. Il faut imaginer qu'à l'échelle des villages aussi, dans tous les villages de France, les châteaux, quand ils ont disparu, où il reste parfois une tour, ou un bâtiment seulement, ou deux, trois murets, etc., tous les autres pierres, elles ont servi à construire les maisons du village, généralement les plus proches, du coup. Je peux donner un exemple très très concret. Pour le petit village de l'Ermenau, dans le sud de la Vendée, donc il reste, hein, le château est encore en place, mais quand on se balade dans le village, on retrouve des tas de pierres partout. Autre exemple récent, Majorque, donc je vous ai parlé des talayotes, du coup, donc ces constructions en pierre de type post-mégalithique, donc c'est fait avec des énormes pierres. Donc c'est pas la pélormiote mégalithique, on appelle ces constructions-là des constructions cyclopéennes. Donc on a des énormes pierres, hein, c'est vraiment des pierres de plusieurs tonnes. Et quand vous vous baladez, donc il y a tout un tas de talayotes qui sont encore en place, plus ou moins en ruine, mais vous regardez dans les murets à Majorque, toutes les propriétés, quasiment toutes, elles ont des murets qui encerclent et des murets en pierre, du coup, qui sont généralement de plus d'un mètre, plutôt larges, voire 2 mètres, hein, ça varie. Et vous retrouvez ces grosses pierres, du coup, comme ça, qui ont été, et autour de ces talayotes, du coup, qui datent entre, à la louche, 1500, 500 ans avant Jésus-Christ, ces pierres-là ont été réutilisées, etc. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est, j'ai envie de dire, naturel. On a besoin de pierres, on va chercher les pierres d'à côté qui ne servent plus. Donc c'est quelque chose de très global. Et donc en France, il y a ce mouvement-là, avec la Révolution française, il y a un énorme mouvement de disparition de châteaux, d'abbayes, d'églises, etc. Et courant du 19e siècle, il y a un mouvement qui naît pour préserver, du coup, tout ce qui est en train de disparaître ou tout ce qui a été mis en ruine, du coup, avec la Révolution française. Je schématise, il y a plein de situations diverses et variées en histoire. Bon, j'essaye de schématiser un petit peu, mais grosso modo, c'est bien les biens de l'Église, le bien de l'aristocrate, il y a un énorme mouvement qui se fait,
Il y a tout un tas de bâtiments en ruine. Au milieu du 19e siècle, Notre-Dame de Paris, elle est en ruine. Et c'est Victor Hugo qui s'inscrit dans ce courant romantique, le courant romantique qui va beaucoup faire pour la patrimonialisation, pour mettre, on va dire, poser un autre regard sur les paysages, les campagnes, les anciens bâtiments, etc. Parce que, voilà, après la Révolution française, mais personne n'en a rien à carrer de Notre-Dame de Paris. C'est pas quelque chose d'important. Et la notion de garder le patrimoine, c'est vraiment une idée qui va se mettre en place à ce moment-là, d'une certaine manière, en réaction par rapport à ce qui s'est passé avec la Révolution française. Et donc, ça va prendre son essor au niveau mondial avec la création de l'UNESCO. L'UNESCO, vraiment siège français, pensée française à la base, et ça va s'exporter, donc l'UNESCO qui est créée donc après la Seconde Guerre mondiale, mais dont les idées et l'essor vont se faire dans les années 60 et 70 à l'aune des décolonisations dans le monde, du coup. Et donc cette idée va s'étendre petit à petit. Alors vraiment, je schématise en histoire, vraiment, on peut faire une thèse sur la question, il y a des débats, tous les gens qui travaillent sur la question ne sont pas forcément d'accord, et surtout quand on amène les différentes manières de voir le patrimoine en fonction de la culture, ça peut être très très différent. En France, on a cette notion de, on va figer le patrimoine, on va le laisser comme tel. On pourrait penser qu'il y a des cultures qui ne vont pas forcément se focaliser là-dessus, notamment en Asie où ils ont tendance à faire évoluer ou à reconstruire des nouveaux patrimoines de manière beaucoup plus facile. On construit des nouveaux temples en Inde et des temples gigantesques et grandiloquents, etc. On a des pensées, un rapport au temps, un rapport à l'histoire et donc à la mémoire aussi qui est très différent en fonction de notre culture. Et tout ça évolue en permanence. Une autre chose qui me paraît intéressante, c'est que du coup, que les Égyptiens débattent de ce qu'ils veulent faire des pyramides, elles sont en Égypte, oui, ça me pose pas de problème. Mais en tant qu'étranger, qu'est-ce qu'on a à dire à l'Égypte? C'est eux, les pyramides sont eux. Il y aurait cette idée-là que les pyramides appartiennent au patrimoine mondial de l'humanité et que les autres nations ont peut-être quelque chose à dire. Je trouve ça particulièrement gonflé parce que clairement, toutes les sociétés, et en particulier l'Europe, ont pillé l'Égypte. Il suffit de se balader dans tous les musées du monde, et pas qu'en Europe, hein, aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des archéologues qui sont venus aider l'Égypte sur des fouilles, généralement l'Égypte, n'ayant pas forcément de budget, donnait des parties de temples, des objets, etc. Donc je trouve ça très très gonflé d'aller faire la leçon au gouvernement égyptien, ou au peuple égyptien, ou aux archéologues égyptiens, surtout quand on fait partie des pays ou des cultures, même si on n'est pas responsable prioritairement évidemment, voilà, de pays où British Museum, au musée du Louvre, le musée à Berlin, les musées à New York, etc., qui ont tout un tas de pièces qui ont été troquées d'une certaine manière contre service. Donc, ouais, et cette notion-là d'aller imposer une notion du patrimoine, de donner une notion du patrimoine, et on peut très bien discuter de qu'est-ce que c'est enfin voilà, comment on définit le patrimoine, est-ce qu'on le garde intact, est-ce que conserver un patrimoine, c'est le laisser en ruine, ou le conserver, et quand on le conserve, et vraiment là, il y a des gens dont c'est le métier la conservation, du coup, donc en France et ailleurs, on n'a pas forcément toujours les mêmes approches, et même en France aussi, il y a des débats sur qu'est-ce que c'est que la conservation. Exemple, en France, on a tout un tas de bâtiments qui généralement ont une superposition de couches qu'on met sous le mot celtique, parfois mégalithes, peuple celtique, romain, peuple éventuellement vandale, etc. Dans le sud de la France, on a des constructions qu'on va classer sous l'appellation arabe, parce qu'il y a une présence qui a été là. On peut avoir une présence cathare à un moment donné. Et donc différentes couches, et surtout que les frontières de la France, elles ont au Moyen-Âge énormément bougé, hein, ça a bougé énormément avec des influences culturelles diverses et variées. Donc prenons un bâtiment qui a tout ça. Prenons une église, par exemple, on connaît une église du XIe siècle, mais on sait qu'il y a quelque chose de romain en dessous, on sait qu'il y a des mégalithes en dessous, etc. On choisit de conserver quelle époque? Si jamais on restaure le bâtiment, à quelle époque on remonte? C'est extrêmement intéressant. Je me suis souvent baladée, j'adore me balader sur ces terrains-là, et il y a souvent l'idée il y a un choix de conserver une idée de ce qu'on a du bâtiment, ou on va dire le bâtiment tel qu'il était
dans sa plus grande splendeur, c'est-à-dire à l'époque où il était plus connu, par exemple les églises au moment où il y avait des grands pèlerinages, par exemple, et où on va souvent conserver l'époque romaine, du coup. Euh, j'ai des exemples en tête de bâtiments où on aurait pu conserver l'époque post-romaine parce que le bâtiment était extrêmement intéressant, du coup, et que c'est des témoignages extrêmement rares de ce qui s'est passé après l'époque romaine, ou qu'il y avait des constructions aussi avant, par exemple, des constructions romaines aussi extrêmement intéressantes. Alors évidemment, par rapport à la construction romaine, on a beaucoup de connaissances, on sait comment reconstruire, etc. Il y a peut-être aussi beaucoup plus de matériaux, mais il y a des espèces de biais qui font qu'on choisisse une époque ou une autre, en fait. Donc voilà, ça pose énormément de questions. Je pense que c'est intéressant de laisser les conservateurs et les gens spécialisés se prononcer sur la question. Et voilà, le gouvernement égyptien, qui est une dictature certes à l'heure actuelle, donc on n'est pas sur des considérations populaires, voilà, reconstruire les pyramides telles qu'on sait qu'elles étaient à l'époque de l'Égypte antique, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres urgences dans le pays? Peut-être, mais je ne sais pas à moi d'en juger de toute façon. Voilà, je voulais mettre ça en perspective, du coup, rappeler que le patrimoine, voilà, ça nous vient de la France, exporté à travers l'UNESCO, etc., que c'est une manière de voir le patrimoine. On a une manière de faire les musées, par exemple en France, qui est complètement différente des pays anglo-saxons, qui font des choses beaucoup plus vivantes, qui ramènent les peuples et les cultures en lien. Par exemple, le musée Branly, on a une pièce, une installation. Ils essayent de ramener des choses, mais moi je me rappelle la première exposition au musée Branly, du coup, il y avait des tas de masques Dogon, du coup, et il n'y avait aucune activité sur les masques Dogon, alors que c'est une culture qui est vivante, du coup. Il y a cette notion de muséifier dans un sens de figer, et conserver ça alors que c'est une culture qui est vivante. Pour avoir visité d'autres musées dans le monde, Canada, États-Unis, Angleterre, il y a différentes approches, on appelle ça la muséographie, du coup. Et même en France, on trouve des musées beaucoup plus interactifs et en lien avec la culture vivante et locale. On va tout de suite, par exemple, si une culture elle est locale, on va laisser la culture locale. Je pense au musée de Calgary, par exemple, où il y a des pièces entières. Elles ont été sur les peuples natifs. Ce sont les peuples natifs qui ont présenté et qui ont fait les textes. C'est-à-dire qu'on a laissé les gens qui sont déteneurs de cette culture, de ces savoirs, présentés par eux-mêmes. En France, au musée Branly, on a mis les masques Dogon, on n'a pas dit aux Dogon de présenter eux-mêmes voilà, ce qui appartient à leur propre culture. Et petites différences comme ça. Donc cette notion aussi de si on conserve, à quelle époque on conserve et comment on conserve. Est-ce que le patrimoine s'est laissé en ruine? Est-ce que le patrimoine s'est rebâtir pour pouvoir aussi conserver la tour de Pise? On a été obligé, sinon elle allait s'effondrer, par exemple. C'est la grande question à Venise aussi à l'heure actuelle. Venise est en train de s'enfoncer. Est-ce qu'on garde Venise ou est-ce qu'on la laisse s'enfoncer? Voilà, ça pose tout un tas de questions extrêmement complexes que j'ai essayé de résumer. Du coup, évidemment, on pourrait rentrer dans beaucoup plus de détails. Si vous avez aussi, vous pouvez rajouter en commentaire si vous avez voilà, d'autres perspectives aussi à emmener. Il y en a d'autres. Est-ce qu'on accepte que les choses meurent et qu'on ne garde pas aussi forcément certains patrimoines du coup? Ce sont voilà, de très vastes questions avec cette notion de voilà, l'UNESCO a emmené cette notion de patrimoine, cette matrice du coup en France sur la notion de patrimoine dans ce contexte-là hein, de destruction. Et du coup, c'est un contexte, je rappelle, sur la Révolution française et ce qui se passe au XIXe siècle en France, c'est extrêmement politique. On a pendant tout le XIXe siècle en France une alternance de régimes politiques entre des gens qui veulent la démocratie et des gens qui ne veulent pas la démocratie. On a testé l'Empire, monarchie constitutionnelle, c'est la plus grande emballement politique et de tests de régimes politiques différents qui puissent exister. Et donc avec des oppositions sur des gens qui veulent garder ce qui était ancien, l'ordre social, l'ordre des propriétés anciennes, etc. Et ce monde qui veut avancer, qui voulait à cette époque-là poser une égalité qui n'a jamais réellement été posée, ces notions de liberté, etc. Voilà, donc une espèce de magma et de bouillon d'expérimentation politique, du coup, en France,
et qui donne cette espèce de tiraillement, et c'est dans ce contexte-là que la notion de patrimoine, elle naît. Voilà. Donc je vais essayer de vous mettre des livres en référence, du coup, en commentaire aussi. C'est un sujet qui est vaste, vraiment, je redis, hein, ce que je dis n'est pas forcément parfait parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Moi, j'ai des connaissances de surface. Quelqu'un qui est vraiment spécialisé sur la question pourrait avoir d'autres choses. Je vais rajouter une petite touche énergétique, puisque je travaille en énergétique, c'est que si moi ça m'intéresse qu'on repave d'un point de vue énergétique, parce que ça va changer l'énergie des structures, des pyramides. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre, parce que forcément c'est un budget de paver les pyramides. J'espère que voilà, tous les touristes du monde pourront contribuer, toutes les personnes, voilà, s'ils le font, hein. Parfois le gouvernement égyptien fait des annonces, mais voilà, ça peut mettre du temps à être mis en place. Et en tout cas, énergétiquement, c'est extrêmement intéressant. Pour moi, ça a été le pavage énergétique. Alors encore, ça dépend comment ça va être, quel type de pierre ou de pavage ils vont mettre en place. Pour moi, ça va décupler l'énergie des pyramides. Donc pour moi, c'est intéressant. Ils peuvent mettre juste du carrelage en faïence aussi, ça va faire des choses intéressantes. Bref, je pense que ça va pas se faire tout de suite, dans tous les cas, mais je voulais apporter un petit peu toutes ces mises en perspective extrêmement intéressantes. Et peut-être aussi une dernière chose, c'est que la patrimonialisation pour le peuple égyptien à l'heure actuelle, c'est pas super méga cool. J'ai passé du temps en Égypte en 2022, autant au Caire qu'à Luxor. Voilà, il y a des gens qui m'ont expliqué que c'est très compliqué parce qu'il y a souvent des expropriations qui sont faites, et il y a des gens qui perdent leur logement et il n'y a pas de ou très peu de compensation pour les gens qui sont expropriés. Exemple, autour des pyramides, j'étais en 2022, ils venaient de raser tout un pourtour autour du plateau de Gizeh et des pyramides, du coup, par rapport aux nouveaux musées, par rapport à des nouveaux aménagements, etc. Donc il y avait tout un tas de bâtiments qui avaient été juste rasés. Autre exemple, à Luxor, les gens qui habitent Luxor m'expliquaient que quasiment dès qu'ils creusent, la ville actuelle de Luxor est sur l'ancienne ville, hein, du coup. Et dès qu'ils creusent dans les caves ou dans les sous-sols, les maisons, généralement ils trouvent des antiquités. Et c'est des gens de Luxor qui m'expliquaient ça, des habitants locaux, qui me disaient que généralement ils essayent de pas le dire, parce que généralement il y a un risque de se faire exproprier, qu'il y a des fouilles qui doivent se faire, etc. Donc il y a beaucoup de risques en termes d'habitation. Donc c'est eux-mêmes qui m'expliquaient que généralement ils vont pas forcément le dire quand ils trouvent quelque chose. Et que voilà, la ville est construite sur l'ancienne ville, donc forcément dès qu'on creuse on trouve quelque chose. Donc voilà, je voulais vous partager ces petits échanges que j'ai eus avec des Égyptiens qui mettent aussi en perspective que la patrimonialisation, voilà, elle pose tout un tas de problématiques, d'enjeux. Et ce qui est le plus important, c'est pas que les gens puissent vivre tranquillement aussi, manger à leur faim au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je mets juste ça en perspective. Je ne suis pas décideur dans l'équation. Mais voilà, si vous voyez passer cette information, voilà, les pyramides vont être repavées. Je trouvais intéressant de vous partager un petit peu ces aspects-là de la chose. Voilà, n'hésitez pas à commenter. À bientôt et au plaisir.